Bonsoir à tous et bienvenue dans votre tranche d'information de ce mercredi 5 mai 2021. Les titres de votre journal de ce soir. Retour sur le point Covid hebdomadaire diffusé en direct. Nous reviendrons sur les points importants de la conférence. Les négociations reprennent entre les maires de Guadeloupe et l'UTC-UGTG grâce à un nouveau dispositif de rencontre. Enfin, nous nous sommes rendus à Marie-Galante aujourd'hui afin de faire un point sur l'échouage des sargasses à Cap-Esper de Marie-Galante. Nous étions en direct à 17h sur notre antenne pour faire le point Covid hebdomadaire en présence du préfet Alexandre Rochat, Valérie Denux, directrice de l'ARS, et de la rectrice de l'Académie de la Guadeloupe, Christine Gangloff-Zegler. Revenons sur les éléments essentiels de ce point Covid. Vous l'avez compris en entendant les chiffres que nous a donné Madame la directrice générale de l'ARS, la situation évolue favorablement mais très lentement. Favorablement puisqu'on a une baisse par rapport à la semaine dernière qui est de l'ordre de 10%, quand on a besoin, comme vous le savez, d'une baisse plus importante pour que la pression à l'hôpital puisse voir cet effet positif parvenir. Il est donc nécessaire pour cette semaine et pour la semaine qui vient de conforter les mesures qui ont été prises. Les mesures de confinement qui ont été prises la semaine dernière sont valables pour 3 semaines. On a donc une semaine devant nous qui est extrêmement importante, qui va être celle qui va nous permettre de conforter cette évolution à la baisse des chiffres, avec, nous l'espérons tous, un effet majeur sur la baisse des contaminations. Et donc un travail qui nous permettra ensuite d'aller vers des évolutions. Pour nous permettre de respecter ces règles, on va évidemment continuer à mettre en place des contrôles. Il est important que chacun puisse savoir qu'il a des règles à respecter et qu'il peut être contrôlé à la fois sur les déplacements dans la journée, pour la règle des 10 km, pour le couvre-feu bien entendu, mais aussi les commerces qui peuvent rester ouverts et ceux qui ne peuvent pas rester ouverts. Les activités qui sont autorisées, les activités qui ne sont pas autorisées. Il y a une vigilance majeure à avoir dans le milieu professionnel, on l'a dit, tous les clusters, la grande majorité des clusters qui ont été isolés depuis 2 semaines sont des clusters qui ont lieu en milieu professionnel, 6 sur 8 la semaine précédente et au moins 2 sur 4 dans la semaine qui est en train de s'écouler. À chaque fois, ce sont des contaminations par des mauvaises applications des gestes barrières, de la distanciation ou du masque qui a été enlevé au moment où il y avait des instants plus d'amitié ou de camaraderie ou de convivialité. Et donc c'est ça qui est extrêmement important, c'est qu'il faut vraiment garder cette distanciation et ces gestes barrières dans toutes les circonstances, y compris au travail, y compris quand on fait des pauses. C'est extrêmement important. Ensuite, les deux axes qui sont majeurs, c'est de continuer à se faire tester, Madame la directrice générale l'a dit, et évidemment de se faire vacciner. Donc on peut se faire vacciner, c'est important de le faire savoir. Ça n'est qu'au titre de cette vaccination que nous aurons cette immunité collective qui nous permettra de passer au-delà de cette épidémie telle que nous la vivons aujourd'hui. À propos d'évolution potentielle, je tiens à signaler que la Guadeloupe sera concernée par l'expérimentation du pass sanitaire qui se mettra en place pour les liaisons aériennes venant de l'Hexagone à compter du 18 mai prochain. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine pour vous expliquer comment il va s'organiser et ce que ce pass sanitaire permettra. À ce stade, c'est un outil qui nous permettra de vérifier la pertinence des tests PCR qui sont réalisés au départ de Paris et qui permettront de contrôler ces tests. Mais après, ça ouvrira la possibilité d'aller plus loin en fonction de ce qui sera décidé par le gouvernement, bien entendu, en matière de pass sanitaire. Le centre de vaccination du Carmel à Basse-Terre est ouvert au public depuis le 2 février dernier. Ceci grâce à un partenariat entre la ville de Basse-Terre, la Croix-Rouge et le réseau HTA Guad. Ce centre de vaccination réalise en moyenne 200 vaccins par semaine du mardi au vendredi. Ce matin, notre préfet et la directrice de l'ARS se sont rendus à la rencontre du maire André Atala, des personnels présents et des personnes volontaires à la vaccination. Reportage signé Maxime Morel.
Je connaissais ce centre, je suis déjà venu au centre du Carmel quand il a ouvert il y a maintenant quelques mois, quelques semaines. Et donc je le connais, je sais que c'est un centre qui est très bien fait, qui est bien situé ici à Basse-Terre. Les gens le connaissent, la salle du Carmel elle est très connue ici pour les Basse-Terriens et puis pour les gens qui habitent alentour. Donc la localisation, l'organisation, c'est vraiment pas ce que je venais voir parce que je l'ai déjà vu. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de voir combien de personnes se font vacciner, s'il y a de l'attente, s'il y a des gens qui sont là. Ce matin, 22 personnes déjà vaccinées. Tous les gens qui sont à l'accueil nous ont dit qu'en fait depuis qu'on a ouvert la vaccination, il y a eu une augmentation. Les gens ont l'air satisfaits, sereins, ça se passe bien. Vraisemblablement, les infirmières piquent bien, ça ne fait pas mal. Donc je dois dire que c'est un centre qui fonctionne vraiment très très bien et je remercie beaucoup la mairie de Basse-Terre, monsieur le maire bien sûr, de l'avoir monté dès le début. Moi je fais partie de ceux qui croient à la vaccination, en tant que médecin aussi. Donc dès que nous avons été sollicités, nous avons fait partie des premières communes, premières villes à mettre en place ce centre de vaccination. Il est bien placé, il est bien aéré et on va continuer. Moi je suis très content et j'invite vraiment tout le monde à venir se faire vacciner. Ici vous voyez il n'y a pas d'attente, on peut prendre un rendez-vous, on peut aussi venir se porter volontaire pour les fins de dose. Vous savez, parfois on a des fins de flacons à assumer et à utiliser. On peut le faire, ça veut dire qu'ici, à Basse-Terre et dans la région, on peut se faire vacciner sans difficulté. Si on le veut, on peut venir. On voit de tout, effectivement, des jeunes, des moins jeunes, des plus anciens, des femmes et des hommes qui viennent pour leur première, pour leur deuxième dose. Enfin, voilà, c'est très diversifié, mais ça montre aussi que petit à petit, beaucoup de gens comprennent qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour qu'on sorte de la gestion de cette crise épidémique et qu'on arrête d'être obligé de confiner, d'être obligé de se restreindre. La seule solution, c'est qu'on ait une immunité collective qui arrive et cette immunité ne peut arriver que par la vaccination. On n'a pas d'autre solution aujourd'hui et je pense que les gens commencent vraiment à le comprendre. Cela fait maintenant 10 semaines que le conflit social perdure entre les 32 maires de communes et l'UTC-UGTG. Suite à des séances de travail fructueuses entre nos 32 chefs d'édilité, il a été acté que 4 maires seront mandatés par l'Association des maires de la Guadeloupe afin de poursuivre les négociations avec l'UTC-UGTG. Format qui semble plus adapté à un dialogue constructif. Ce matin, aux Abîmes, une rencontre a eu lieu entre les deux parties. Plus de détails avec le reportage de Charlie Dagonia. Là, nous travaillons ici, premier point à revendication, nous, c'est la mise à jour de la carrière. Et nous avons déjà fait une proposition depuis les 2 semaines. Et les 4 maires qui ont engagé le système à service facilitateur, ils ont reporté directement par les autres maires. Nous faisons une avancée énorme. On ne peut pas dire qu'elle est déjà définitive, mais nous certainement à des bons chemins là. Et nous avons dit encore une fois, nous savons aussi que la revendication est juste et légitime. Nous avons reconnaître aussi nos problèmes, puisque la situation là, tout le monde comprend effectivement. Mais effectivement, les maires ont dit aussi, il y a aussi une question budgétaire, nous comprenons aussi. Mais en même temps, en tant qu'élus, puisque nous nous mandat, les maires nous mandat, mais en même temps, nous avons une situation. Et c'est pour ça que nous tous ensemble pour voir, à petit pas qui nous avons sorti. Mais nous avons quand même rassuré les travailleurs et le peuple Guadeloupe que nous sommes sortis puisque nous avons l'esprit, nous créons l'esprit depuis et nous avançons ici tranquillement. Il faudrait juste rappeler que quand même il y a une dizaine de jours, l'UTC nous a fait une proposition en disant souhaite rencontrer quelques maires pour échanger sur une proposition qu'ils envisageaient de faire. Donc on a travaillé là-dessus et cette proposition a été soumise à l'ensemble des maires. On a fait des amendements et il s'agissait de revenir par devant l'UTC pour leur dire voilà ce que les maires proposent. Et donc cette matinée on a échangé là-dessus et en finale de compte, ils nous ont fait une nouvelle proposition qu'on va resoumettre aux 32 maires. Alors évidemment, je pense qu'on est plus proche de la sortie que de l'entrée, mais effectivement, certains points pourraient poser problème, tenant compte, comme il a dit Nestor Savel, de la situation budgétaire de certaines collectivités, puisque ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on ne remet pas en cause, j'allais dire, l'avancement ou le droit à l'avancement des agences, c'est juste le retard pris fait que pour certaines collectivités, ce sont des sommes qui sont relativement astronomique. Et donc il s'agit de voir comment on prend en compte cette revendication-là sans remettre en question l'avenir pour les collectivités, pour les populations. Maintenant, les maires, ils restent là aussi budget. C'est normal que tu as dit ça, tu as dit ça. À un moment donné, tu as dit que même revendication-là, il n'y a pas une couverture juridique. Nous démontrer aussi qu'elle est applicable, puisque c'est des avis. Et d'autant plus que c'est des avis que c'est l'autorité même qui a envoyé aux instances paritaires. Et nous avons statué ici en tant que représentant du personnel. Bon, après, retour là, systématiquement pour nous, il faut appliquer. Mais comme il y a un véritable problème de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans la collectivité Guadeloupe, donc c'est pour ça que nous avons habité à chaque fois sur des problèmes. Mais nous avons pensé que là, nous faisons une régularisation de manière générale si toute situation administrative là, et les années qui viennent demain, certainement que meilleures en matière administrative pour les travailleurs Guadeloupe.
En bref, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, sa vice-présidente Manuelle Avril et le directeur de l'office de l'eau, Dominique Laban, ont été convoqués ce matin à la direction zonale de la police judiciaire aux Abîmes afin de répondre aux questions des enquêteurs sur des faits présumés de prise illégale d'intérêt. Nous vous donnerons plus de détails dans nos prochaines éditions. La livraison du nouveau centre hospitalier universitaire est prévue pour la fin de l'année 2023. La construction de cet équipement de santé moderne fera 82 000 m² sur un terrain de 19 hectares aux Abîmes. Ce matin, le président de région, Harry Chalus, et le directeur du CHU, Gérard Cotellon, ont effectué une visite de chantier. Plus de détails avec le reportage signé Charlie Dagonia. Nous, aujourd'hui, c'était surtout pour constater un peu l'avancée des études qui seront lancées d'ici une semaine concernant le campus santé qui sera juste à 2 mètres de ce CHU, avec la faculté de médecine de plein exercice, des centres de radio, d'études, enfin de laboratoires, tout cela, et aussi la formation des infirmiers, des ambulanciers. Donc c'est un projet de 50 millions. Nous sommes venus confirmer aujourd'hui au directeur du CHU de l'université qu'il faudrait qu'on aille vite de manière à ce que nos jeunes puissent rester en Guadeloupe pour poursuivre leur cursus, leur 3e, 4e, 6e année et par la suite rester en Guadeloupe. Donc voilà, c'est un travail important. Je suis vraiment fier de ce que nous faisons en Guadeloupe, de ce CHU vraiment, construit par des Guadeloupéens, surtout des entreprises guadeloupéennes, par des ouvriers guadeloupéens. Donc nous avons vraiment de la consistance en Guadeloupe. Nous avons des personnes compétentes en Guadeloupe, il faudrait les faire confiance et nous continuerons en ce sens. Réunir sur les mêmes lieux, cela veut dire sur le même campus, les étudiants faisant des études paramédicales, je veux dire les infirmiers, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, les aides-soignants et les futurs médecins, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça permet à tous ces professionnels de se rencontrer à un moment donné de leur formation, eux qui vont prendre en charge les patients qui seront au chevet des malades. Cela veut dire que toutes ces personnes vont avoir une culture médicale, une culture déjà sociale, qui est importante à avoir quand on va prendre en charge les malades, les gens qui ont besoin de personnes bienveillantes, des personnes qui sont proches d'eux. Et ça, c'est important. Il y a ce projet de campus qui est sur le site. On espère qu'il ouvrira en même temps que nous allons investir ce nouvel hôpital. Là aussi, c'est un formidable projet. C'est quelque chose qui fait sens pour le territoire. Nous espérons que ce campus va nous servir à aller jusqu'à l'internat, notamment pour la formation des médecins. Car je rappelle que dans les 10 prochaines années, nous aurons à renouveler toute une génération de médecins. Et donc, il faut qu'on les forme sur le territoire pour qu'ils puissent rester. Et donc, voilà, c'était ça aujourd'hui. Puis, moi, je nourris pour le personnel, pour les patients, beaucoup d'ambition et d'espoir. Ça va changer les conditions de travail du personnel, ça va changer les conditions d'accueil. Donc voilà, ce chantier avance et de temps en temps, nous marquons le coup par des moments un peu emblématiques comme celui-ci pour que les Guadeloupéens se rendent compte que voilà, il y a ce formidable projet qui avance et ce sera notre réalité dans pas très longtemps. Capesterre de Marie-Galante est en souffrance à cause de l'échouage de sargasses sur ses côtes. Étant située sur la partie atlantique de Marie-Galante, Capesterre de Marie-Galante est la seule commune réellement sinistrée par ce phénomène naturel. Harold Delus est allé à la rencontre des marins-pêcheurs et des habitants de la commune afin de leur donner la parole. Image signée Stanley Manicor. La situation à Marie-Galante au niveau de sargasses, surtout à Capesterre, vraiment ça date de bon nombre d'années. Je ne sais pas comment les élus vont en faire, même les gens qui habitent tout près de Marie-Galante, tout près à Capesterre là, comment avec ils en perdent leur maison et les appareils, enfin pas mal de choses. Vu cette position nous sur Capesterre Marie-Galante, nous sommes obligés de trouver nos adhérents. Qui a sorti, là il a sorti à l'est, nous n'y a plein. Il a sorti au nord, nous n'y a encore parce que par rapport à la position nous n'y. Mais la situation elle est critique. Hein. Le problème de sargasses, c'est perpétuel, tout le temps c'est pareil. Donc, nous projetons trouver une solution. Nous projetons trouver pas quoi nous que trouver une solution. Son situation, quel état d'être pour moi.
l'État doit prendre ça en main. Parce que, à part nous, à part la commune qui fait signer choix à Sargas, c'est eux à chercher à savoir là, sorti et mettez les moyens qu'il faut pour le monde vivre. Je pense que toutes les solutions n'ont pas encore été utilisées. Mais pour moi, la meilleure des solutions, c'est que les sargasses ne touchent pas le sol, qu'elles ne s'échouent pas. Ils enlèvent ce qu'ils peuvent, mais ça arrive, les échouements arrivent de plus en plus. Ils essayent d'enlever, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en passant dans le bois, effectivement, l'odeur, c'est vraiment pas agréable. Il y a beaucoup plus d'impact quand les sargasses s'échouent, à savoir, il y a une putréfaction qui se fait automatiquement avec des dégagements. Des dégagements gazeux qui sont très toxiques pour tout, hein, pour les personnes même, pour le matériel, etc. Ça très, ouais. Ça a bousillé les bateaux, notamment les moteurs. Et un moteur, deux moteurs, c'est à base de 15 à 20 000 euros. Donc on s'est dit que ni de bouc à souffert. Peut-être critique, moi, pas même qu'à faire pour coûter à les usagers, parce que les usagers à niveau à commerce, c'est là capacité nous on peut dire encore que capacité sont commune sinistre, mais que capacité que nous commune sinistre. Si situation là ça peut durer comme ça. Depuis plus d'une année maintenant, tous les secteurs professionnels souffrent des répercussions de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Nous sommes allés à la rencontre d'agriculteurs, de producteurs de viande et de maraîchers pour faire le point sur leur situation. Reportage signé Michel Depape. Fait-nous attendre que rien peut qu'on avant, fait-nous mettre sans tête en nous. De ça nous devons faire avant, nous pouvons faire qu'on nous devons faire parce que regardez après tout bien c'est en télétravail, on est moins monde qui ont embauché tout partout. Moi pour moi c'est un jeu qu'a joué d'une manière pour faire monde qui veut dire de certains côtés pour mon moins d'emploi, pour mon gagner plus l'argent à dans fonctionnaire qu'on fait là. Mais d'une manière que nous les petits, nous allons souffrir dans ça. Nous allons souffrir parce qu'on l'a monde qui est en la là dans ça. On l'a monde qui est en la là parce que pays ni travail pour mon encore. Et non problème qui a passé encore dans toutes ces bidets ça. En cas de des amis qui dit moi c'est mon pas de travail, mon pas de manger et rien pour faire qu'à quoi faire. C'est vol qui ni, c'est agression qui ni, c'est que nous le problème en ville là, c'est nous faire nous attendre nous ça. Ça c'est clair. Bon, depuis qu'on Corona a commencé là, depuis qu'on couvre-feu a commencé là, rien pas bon quoi. En la qualité, le système là, c'est un combat. Hein. Obligé de pas la gueule à faire. Obligé de changer le système là, j'ai un cahier. Alors bon, on n'a pas le choix. Alors je fais avec comme ça. Obligé de chuter parce qu'on n'a pas d'argent, on a peur sortir, on a peur venir acheter quoi. Alors, ce système-là, c'est vie là, c'est qu'on bénit ce système-là, c'est vie là, c'est ça, c'est la vie. Alors, nous avons fait qu'on nous paie. De toute manière, nous avons vu à présent, nous avons vu en Guadeloupe, nous avons vu en France. Là, à présent, la vie s'enchaîne. Là, comment tu peux expliquer ça? Les structures fermées, quand l'école lui dit comme ça, nous, au niveau de la viande, c'est très difficile parce qu'il y a le monde. Ils diminuent la consommation à eux, ou bien ils peuvent déplacer pour Covid. Et on ne peut pas dire une assoupli non plus parce que nous sommes obligés de diminuer assez toutes les productions. Parce qu'il n'y a pas qu'à vendre. Même au niveau bovin, nous ne pas déjà en l'eau, mais nous sommes obligés de diminuer assez parce que viande là pas qu'à vendre. Là où il y a d'embaucher, si nous avons fait 200 kg par semaine, après il de baisser à 100 kg. Alors c'est vraiment une catastrophe là à présent. Aujourd'hui correspond à la date de décès de Napoléon Bonaparte, premier empereur des Français depuis 1804. Napoléon Bonaparte a également profité de son pouvoir pour rétablir successivement l'esclavage déjà aboli dans les dites colonies de l'époque, dont la Guadeloupe. C'est pourquoi ce matin, il était inconcevable pour certains leaders associatifs de la région de célébrer cette personnalité de l'histoire française. Plus de détails avec le reportage d'Olivier Félix. On fait volontairement toute abstraction sur cette histoire qui est la nôtre, l'histoire des afro-descendants dans ce pays de Guadeloupe. Alors très souvent, malheureusement pour nous-mêmes, nous entrons dans leur jeu. En prétendant être français, c'est épouser tout ce que la France a pu faire de par le monde ou fait de par le monde. Alors on n'est pas responsable de la barbarie qu'a commis les Français sur
ce peuple afro-caribéen, afro-descendant, tout simplement sur le peuple africain. Nous ne sommes pas responsables. À chacun à prendre ses responsabilités. La France a voulu écrire une histoire pour la rendre suprême, pour la rendre glorieuse, qu'elle assume son histoire. Nous disons, nous faisons partie de l'histoire de France, mais nous ne sommes pas l'histoire de France. Et l'histoire dont nous faisons partie, c'est tout ce côté barbare qu'ont eu les Français sur un peuple africain en déportant ces gens dans les colonies, en les assujettissant, en les rendant choses, objets, en les déshumanisant et en allant encore plus loin, en les usurpant de leur nationalité, de leur identité. Ton insulte suprême que le gouvernement français a fait nous afro-descendants, nous africains, et puis tout homme et femme qui est pris de justice et de dignité, ne peut pas comprendre que aujourd'hui-là, eh bien, M. Napron et M. Macron, la fondation Napoléon, qui a célébré un grand pompe, et moi et bicentenaire à moi, M. Napoléon, ça pas normal. Et nous avouons que, puisque c'est mois de mémoire pour nous également, eh bien le 10 mai qui est venu, il a prévu de célébrer aussi, faire des manifestations par rapport à le 10 mai, à le 23 mai par rapport à l'esclavage. Donc en qui genre, là le 5 mai, vous voyez devant un monde qui fait un crime contre l'humanité. Vous-même qui avez dit un crime contre l'humanité mérite réparation, vous-même qui avez dit que c'est imprescriptible, comment on peut glorifier Jodla, Mouna qui fait crime contre l'humanité là, et puis demain, ou qu'à venir, eh bien, dit les descendants à ancêtres nous qui étaient réduits en esclavage, eh bien, oui, l'esclavage c'est une atrocité, oui, c'est un crime contre l'humanité, mais quand même, de toute façon, eh bien, il faut nous laisser, parce que c'est ça, ils commandent nous, ils glorieux l'histoire à eux, mais nous, ils commandent nous, mettons quoi si en nous, baissez tête en nous, et dis-nous, aille de l'avant. Je milite pour qu'il y ait réparation, c'est mon quotidien, je milite parce que je respecte mes pères, mes mères, toute cette génération qui était là avant moi, ce qu'on appelle nos ancêtres, ceux qui se sont battus avec juste une pioche ou un coutelas, ceux qui ont mené de glorieux combats qui aujourd'hui nous a permis d'avoir un semblant de liberté, je dis bien un semblant de liberté, car la preuve aujourd'hui encore, ben, la France nous dit, si nous avons envie de revenir à la royauté, à être empereur, à être comté, etc., qu'adviendra-t-il de vous? Parce que n'oubliez pas qu'en 1802, la France a fait quoi? Eh bien, elle a déchu un peuple qui, soi-disant, entre guillemets, ils avaient donné la nationalité française. Du jour au lendemain, il y avait des commandants, des caporals, etc. Du jour au lendemain, on leur a enlevé cette nationalité et en leur disant, retournez sous l'habitation, c'est là votre place. Voilà tout pour votre journal de ce mercredi 5 mai 2021. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10 et vous donne rendez-vous demain soir à 18h30 pour la prochaine édition.